grande session de la soirée avant le showcase musical. Et donc, effectivement, on va parler musique. Musique et la relation entre les radios et les plateformes musicales. Ça sera notre ami Brulatour qui va animer cette session. Absolument, Nicolas. Et c'est une session qui s'annonce super, giga, méga intéressante. Parce qu'on va recevoir du beau monde pour parler de ce thème, radio versus plateforme musicale. On va essayer de mener ça au pas de charge, comme l'ensemble des précédentes sessions. Et puis essayer d'en tirer la substantifique moelle, comme dirait l'autre, pour repartir sur de bonnes bases. Alors, si les intervenants sont dans cette salle, je vais les inviter à venir nous rejoindre. D'abord, Nicolas Duroy, qui est responsable éditorial chez Spotify. Bertrand Burgala, qui est le président du SNEP. Tristan Jurgensen, qui développe avec talent 2 stations musicales en France, Fun Radio et RTL2. Et puis Alain Liberty, qu'on ne présente plus, qui est le DG donc des radios musicales à Lagardère Radio, donc comprenez RFM et Europe 2. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible pour que vous soyez dans de bonnes dispositions pour nous donner de bonnes réponses. L'assise, ça coûte. Ou plutôt, devrais-je dire, ça compte. Un lapsus. Alors, Tristan, asseyez-vous là où vous voulez. Alain, bonjour. Merci d'être passé nous voir. Nicolas, merci d'avoir fait le déplacement. Bertrand, pareil. Vous avez des micros suffisamment autour de vous. 1, 2, 1, 2. Oh, tout doit fonctionner logiquement. N'hésitez pas à prendre la parole quand bon vous semble. Me relancer ou m'arrêter. Ce sera avec plaisir. On va commencer avec Tristan, qui est le plus dissipé. Donc, Tristan va répondre aux premières questions. Bonjour Tristan, merci une nouvelle fois. Merci beaucoup. C'est toujours payant d'être dissipé alors. Hein. Oui, parce que, vous voyez, je vous ai attribué le bon point de pouvoir commencer. Alors, vous êtes, je le disais tout à l'heure, le directeur des musicales, Fun Radio et RTL2, depuis déjà une petite décennie, me semble-t-il, de mémoire. Ouais, ça fait pile poil 10 ans. Ouais. Bon, qu'est-ce qui a changé entre les toutes premières fois, lorsque nous nous sommes rencontrés il y a déjà bien longtemps, et aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Alors, vous avez bien compris que la trame, c'est la musique. Hein. Okay, on ne va pas se disperser. Qu'est-ce qui a changé musicalement, Tristan, depuis ces 10 dernières années? Quelles ont été votre top 3 des grandes transformations qui ont bouleversé le marché de la radio en termes de musique? Tout a changé en 10 ans. Je crois qu'on peut dire, mes camarades sont aussi là depuis quelques années avec nous dans cet univers-là, et l'industrie a complètement évolué sur les 10 dernières années. Quand j'arrive en fin 2014, on a effectivement un paysage qui, en termes de production notamment, ne ressemble pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. On le sait, il y a eu une grande crise dans le disque dans les années 2000, dont toute l'industrie du disque est sortie progressivement de cette crise à partir de 2010, et avec non seulement bien sûr le développement de ce que nous les radios continuent à développer comme offre, mais également l'avènement des plateformes qui, quand on s'en souvient pas, ça paraît dingue aujourd'hui, mais en 2014 on n'en est vraiment qu'au balbutiement. Moi je me souviens d'avoir eu des rendez-vous en 2014-2015 avec des plateformes qui venaient nous voir en disant est-ce qu'on peut ensemble envisager des partenariats, ce qu'on a fait d'ailleurs avec certaines d'entre elles. On a ensuite été parmi les premiers à développer un corner radio avec Deezer. Alors ça fait bizarre de se dire ça parce que maintenant corner radio, c'est plus comme ça que ça s'appelle, et voilà. Mais à l'époque, on s'intéressait, on se parlait sans doute avec un équilibre qui était très différent de celui d'aujourd'hui, et c'était le tout début des plateformes. Je pense qu'on a prouvé depuis qu'il y avait de la place pour tout le monde. Je pense que ça reste vrai aujourd'hui. Il faut juste pas proposer la même chose, pas le faire de la même manière, et c'est tout l'enjeu pour nous, en tout cas pour les 2 radios musicales, RTL2 et Fun Radio, qui sont donc les radios musicales du groupe M6 que je représente aujourd'hui. Le but du jeu, nous, ça a été, je sais pas s'il y a une recette pour cet équilibre dans cet écosystème qui a beaucoup changé, mais pour moi le but du jeu, c'est d'être extrêmement clair dans notre positionnement, dans notre offre musicale, d'être constant également, ce que nous avons veillé à être, puisque RTL2 cette année aura 30 ans, Fun Radio aura 40 ans l'année prochaine, et finalement ça fait 30 ans
pour RTL2 et 30 ans pour Fun, puisqu'au début Fun jouait du rock, on l'a un peu oublié. Moi j'ai découvert Nirvana, j'ai découvert les Breeders sur RTL2, sur Fun Radio, pardon. Et donc 30 ans qu'elles sont chacune dans leur couloir, ce sont comme des magasins spécialisés aujourd'hui. Je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que quand on vient chez nous, on sait ce qu'on va y trouver, on sait ce qu'on vient écouter. Et donc il y a pour moi, s'il y avait deux clés pour être dans cet écosystème qui a beaucoup évolué depuis, la première clé c'est d'être constant donc dans un positionnement musical que tout le monde comprend, qui on est n'en clair, sort pas, on est clair, qui parle au plus grand nombre. Il faut que ce soit suffisamment large. Et la deuxième chose, c'est l'incarnation. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Ce que les plateformes pour le coup ont plus de mal à faire, puisque c'est pas leur promesse. Elles promettent une profondeur de catalogue, finalement quelque chose de très large et d'exhaustif. Mais il faut encore savoir ce qu'on vient y chercher. Nous, on propose au contraire de venir proposer sélectionner des nouveautés et les meilleures nouveautés et une vraie sélection musicale, une vraie expertise musicale sur nos radios, c'est ce que les gens viennent trouver. Et puis également des moments de divertissement, des moments où on apprend des choses. Donc il y a les deux, Fun Radio c'est le divertissement comme le nom l'indique et RTL2 c'est l'expertise musicale sur le son pop rock depuis 30 ans. Et donc je pense que quand on développe ça, il y a de la place pour tout le monde et donc les plateformes qui évidemment occupent une place beaucoup plus importante qu'il y a 10 ans, pour revenir au début, eh bien je pense qu'il y a encore de la place pour les deux à partir du moment où nos offres ne sont pas les mêmes et où l'attente du public n'est pas la même entre la plateforme vers laquelle on va et où il faut qu'on sache qu'on vient y chercher. Ça, il y a un peu un vertige quand on arrive sur une plateforme tellement c'est profond, tellement c'est large, et la radio qui est là au contraire pour faire une sélection et proposer une expérience un peu inédite et finalement facile parce que passive. Et donc c'est aussi agréable de temps en temps de se laisser porter par un animateur, par une sélection, et c'est ce que proposent nos radios. Alain Liberty, vous aviez vu arriver ce tsunami, enfin, je vous laisse libre l'appréciation du choix de ce mot, enfin des bouleversements consécutifs à la mise en ligne de plateformes. Est-ce que vous l'aviez vu, par exemple, arriver ? Oui, mais au-delà de ça, je veux aussi signaler l'explosion de l'offre radio. Il y a 10 ans, il n'y avait pas 120 radios à écouter en Ile-de-France. Aujourd'hui, il y a 120 radios. D'ailleurs, on le voit quand on regarde les audiences. Nos radios ne sont pas moins bonnes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Il y a une audience qui n'arrête pas de se segmenter comme l'offre musicale. À Paris, il y a 120 radios, il y en a 112, 113 qui proposent de la musique. Il n'y a jamais eu autant de diversité dans l'offre. Et ça, c'est sans compter toutes les web radios que nous-mêmes nous produisons et les pure players. Donc aujourd'hui, il y a une offre qui a explosé, et particulièrement sur les 10 dernières années. La conséquence, c'est la fragmentation des audiences, également le tassement des audiences, on peut dire. Oui, mais c'est aussi la fin du questionnement sur l'offre en termes de diversité. Quand vous avez 120 radios, forcément, il y en a au moins une qui correspond à un format musical. Donc aujourd'hui, sur la radio en France, on se targue régulièrement de dire qu'en France, il y a plus de 1000 radios, que c'est le paysage radiophonique le plus riche au monde. Donc il n'y a pas de problème de diversité musicale. Il n'y a pas de problème de profondeur de catalogue à la radio. On le voit bien aujourd'hui. On a, sur un petit panel de radios représentés, des centaines de milliers de titres diffusés. Donc je pense qu'il faut véritablement se poser la question. Et oui, parallèlement à ça, il y a une concurrence qui a émergé et qui s'est développée. Ce qui a beaucoup changé aussi en 10 ans, c'est les contraintes des radios musicales. Je ne veux pas rentrer dans une polémique. Il y a un titre sur la discussion d'aujourd'hui, c'est duel. Ça me dérange profondément parce que je préfère le deuxième mot, c'est débat. Je suis d'accord. Voilà. J'enlève duel également. Exactement. Et en fait, il y a presque 10 ans, en 2016, il y a une nouvelle surcouche au fameux quota qui est venu se rajouter en plafonnant nos possibilités de diffusion de certains titres au nom de la diversité. Aujourd'hui, le constat, 10 ans après, fort heureusement, c'est qu'il n'y a plus de problème de diversité. À l'inverse, ce trop grand plein d'offres, et notamment l'émergence depuis 10 ans de toutes ces offres de plateformes de musique qui viennent renforcer l'offre musicale de la radio, nous démontre bien qu'il est urgent de rediscuter, de redonner du champ, de la liberté aux programmateurs. C'est ce que disait Tristan. La radio, finalement, c'est de l'humain. Il y a des humains derrière, il y a des gens qui aiment la musique. Tous nos programmateurs sur Europe 2 et sur RFM, tout comme chez Tristan, ce sont des gens qui sont venus à la radio, qui font... Willy, je pense à Willy sur RFM, ça fait 30 ans qu'il travaille sur RFM. Ça fait 30 ans qu'il prépare aux petits oignons quotidiennement une programmation musicale. Il aime la musique, il adore la musique. Ce qu'il me réclame aujourd'hui, et je pense que c'est aussi l'attente des auditeurs auprès de leur radio, c'est davantage de liberté dans l'expression de leur regard et dans ce qu'ils fabriquent au quotidien. Voilà,
Imaginez demain qu'un DJ, on lui impose sur une soirée des quotas et une fois que tu as diffusé cette chanson, tu la passes plus de la soirée, voire de la semaine. Ouais. Ce n'est pas possible. Nous devons aujourd'hui reprendre les débats, reprendre les discussions, discuter avec les professionnels qui ont aussi, je pense, un intérêt évident à avoir des radios musicales fortes, qui ont un grand public et pas seulement des générations qui vieillissent avec les radios, mais il faut également qu'on réussisse à capter la jeune génération. Et la jeune génération, s'il faut qu'elle attende 3 jours statistiquement pour entendre la diffusion de son tube, eh bien forcément, elle ira ailleurs le chercher. Et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Nicolas Duroy, vous occupez de l'éditorial à Spotify. Est-ce que je peux vous demander si vous écoutez la radio quand même ? Bien sûr, j'étais en radio avant. Hein. La radio m'a toujours passionné. J'adore la radio. Peut-être que j'y retournerai un jour. Qu'est-ce que vous écoutez comme radio, par exemple ? Moi, je ne vais pas vous le dire parce qu'il va y avoir des jaloux. J'écoute à peu près toutes les radios. J'écoute des radios généralistes, des radios FM musicales, des locales, des régionales, des nationales. Qu'est-ce qui vous différencie des radios que vous écoutez ? Alors déjà, ce que je voulais dire sur ce qui a changé dans les 10 dernières années, on va dire, c'est que l'industrie musicale va mieux, et je pense que Bertrand pourra confirmer, grâce aussi au streaming payant. Et je voulais ajouter sur la diversité musicale que grâce au fait que l'industrie va mieux, il y a beaucoup d'artistes, notamment beaucoup d'artistes français, francophones, et qu'aujourd'hui, pour un artiste qui fait un titre, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 15 ans d'atteindre ses fans et son public, puisque avant, il fallait signer dans un label, donc envoyer des maquettes, être programmé en radio. Là, aujourd'hui, vous envoyez votre titre sur Spotify for Artists, vous livrez, vous pitchez votre nouveau titre, vous êtes inconnu, vous n'êtes pas en label, et si vous êtes sélectionné pour une playlist, vous allez rencontrer vos fans en 1 semaine, 15 jours. C'est ce qui vous différencie alors de la radio française ? Sur Spotify, on a 150 playlists pour la France éditoriale dans tous les genres musicaux que vous pouvez imaginer, donc des plus mainstream aux plus niches. Donc forcément, on a beaucoup plus d'espace pour jouer des artistes que dans une playlist top 40, top 50, top 60 de radio. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes entré dans une nouvelle ère, si j'ose dire, du moi tout de suite maintenant, quand j'ai envie d'écouter quelque chose, je le veux, moi, maintenant, immédiatement, dans telles conditions, et je passe par une plateforme parce qu'il y a un aspect pratico-pratique qui est plus rapide ? Alors, vous savez, sur la plateforme, il y a plusieurs types de playlists et plusieurs façons d'écouter de la musique. Hein. Vous avez ce qu'on appelle l'organique, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez écouter, vous allez taper le nom de l'artiste, vous écoutez, voilà. On l'a instantanément. C'est le jukebox des années 60. Mais ça, c'est comme quand vous alliez à la FNAC et que vous cherchez dans un bac la discographie de l'artiste. Bon. Là, vous l'avez instantanément en digital. La deuxième chose, c'est que vous avez les playlists dites des utilisateurs. Là, c'est vos playlists. Chacun fait des tas de playlists. Donc là, vous pouvez les partager, découvrir des choses, faire vos playlists. Ensuite, vous avez les playlists qu'on appelle algorithmiques ou personnalisées. Donc, par rapport à ce que vous écoutez, l'algorithme va vous envoyer des titres, des artistes que vous pourriez aimer. Qu'est-ce qui performe le mieux chez vous ? Alors attendez, j'ai vu la troisième, c'est les playlists éditoriales. Et là, c'est nous. Et là, parce que j'entends. Donc vous avez des programmateurs chez vous qui bossent, qui aiment la musique. Voilà, j'entends souvent qu'il n'y a que des robots chez Spotify. Non, il y a des programmateurs. On est 140 programmateurs à travers le monde. On travaille tous ensemble. Et là, notre rôle, c'est d'écouter la musique, de découvrir des nouveaux artistes et de les faire découvrir aux auditeurs. Et aussi de les exporter, puisque tout le monde travaille ensemble dans le monde entier. Hein. On est dans plus de 184 pays. Et donc, on exporte des artistes français à l'international. Le meilleur exemple, c'était il y a quelques années Aya Nakamura. Stromae et Pomme, là, en ce moment, qui a été dans le top 10 monde de Spotify. Ma meilleure ennemie, me semble-t-il. Ma meilleure ennemie, exactement. Et on importe des artistes du monde entier dans nos playlists, et c'est comme ça qu'on fait voyager la musique. Donc, Nicolas, qu'est-ce qui performe le plus là ? Qu'est-ce qui plaît le plus à l'utilisateur de Spotify qui se laisse porter par le vent ils font qu'il aille directement à la source ? Quand ils savent pas, parce qu'en effet, j'ai entendu dire que c'était énorme, et parfois on était perdu sur cette plateforme, et ils vont écouter une playlist éditoriale ou une playlist algorithmique, et aussi ils vont chercher leurs titres. Voilà, c'est un mélange. Les auditeurs font un peu de tout. Il n'y a pas ceux qui sont qu'en organique ou ceux qui n'écoutent que des playlists. C'est un mélange. Bertrand, vous êtes le président du SNEP. SNEP, c'est l'acronyme de Syndicat National de l'Édition Phonographique. C'est un terme qu'on n'utilise plus, le terme phonographique. Oh oui, on ne l'utilise pas, mais en fait c'est vraiment pour différencier d'édition musicale qui est vraiment sur les compositions elles-mêmes, mais c'est une organisation qui a plus d'un siècle, et au début elle s'appelait Chambre syndicale du commerce et de l'édition de la machine parlante. Vous voyez, alors là c'était... Mais moi j'aime bien la machine parlante. Si ça tenait qu'à moi, on s'appellerait comme ça. Mais... Alors qu'est-ce que vous préférez, vous, Bertrand ? Vous êtes plutôt
streaming, plutôt radio Moi, ce que vous écoutez, par exemple. Moi, j'écoute les radios, mais pas la musique dans les radios. J'écoute les gens parler. J'écoute j'écoute plutôt les gens parler. Je fais des émissions de radio aussi pour FIP tous les mois. Mais et j'écoute beaucoup en streaming. Et le streaming en tant qu'auditeur, c'est un outil extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on a aucun autre média aujourd'hui, ni le cinéma ni l'édition, ne permettent d'avoir accès à quasiment la totalité des créations de musique enregistrées depuis le début de l'enregistrement. C'est quand même extraordinaire. Il y a encore des catalogues qu'on ne trouve pas pour des questions de droit, mais on a accès à tout, c'est immédiat. Ce que je trouve génial en tant qu'auditeur, c'est justement si on a une écoute active, c'est-à-dire si on dépasse les recommandations, les playlists, etc. Parce que là, et on cherche, c'est un plaisir. Moi, je tape des noms, je me dis, mais je me souviens de ce groupe. Allez, moi, quand j'avais 15 ans, on allait chez un disquaire, on demandait à écouter un disque. Si au troisième disque, on n'achetait pas, on n'osait plus rien demander. Ouais. Là, on a tout. Donc, je trouve que pour l'auditeur, c'est formidable. En revanche, ce qui est marrant, c'est que pour nous, en tant que musiciens, c'est rare qu'on fasse de la musique en se disant à quel format de radio je vais destiner ça. On fait de la musique et après on cherche. Et le producteur cherche après comment on peut la faire connaître. Et c'est pareil avec les plateformes. Et évidemment, il y a toujours beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et ça a toujours existé. Ça a toujours été difficile de faire de la musique. Ce que je trouve intéressant, c'est que les difficultés, les facilités sont complètement inversées. Il y a 30 ans, c'était très difficile, ça coûtait cher de louer un studio, le matériel de musique coûtait cher, ça coûtait cher d'être distribué. Tout ça aujourd'hui est très facile. C'est ce qu'expliquait Lionel maintenant, c'est extrêmement facile maintenant, mais en revanche, il y a une indifférence qui est encore pire qu'avant. Il y a 30 ans, il y avait 1500 albums qui sortaient en France par an. Là, il y a 1 million de titres dans le monde par semaine, je crois. Mais pourquoi ce serait un problème alors ? Eh bien, c'est un problème parce que... En termes de découvrabilité ? Parce que je trouve qu'on a eu tendance à copier les méthodes de l'ancien monde dans le nouveau. C'est-à-dire qu'on est à nouveau prisonnier de la recommandation, et qui est faite par des gens tout à fait estimables et qui font leur boulot le mieux qu'ils peuvent. Mais en fait, nous, on est pris en étau entre ce million, cette avalanche de nouveaux titres, dont au moins 10% aujourd'hui générés de façon complètement automatique. Alors, il n'y a pas 1 million, hein. Dans le million. C'est le chiffre Deezer de la semaine dernière. Oui, mais alors là-dedans, on met aussi les bruits d'aspirateurs. Oui, dont 10% de bruits d'aspirateurs. Ça fait 10 000 titres, pardonnez-moi, 10 000 titres. Il faut faire un top des bruits d'aspirateurs, ça vaudrait le coup quand même. Donc, si on parle de vrais artistes. Deezer a indiqué, juste une parenthèse, qu'il y avait 10 000 titres. Alors moi, je ne sais pas si c'est des titres musicaux de long de 3 minutes, mais en tous les cas, c'est 10 000 sons qui sont déposés chaque jour sur sa plateforme, qui sont à base d'intelligence artificielle. Oui, mais là, il y a un peu tout et n'importe quoi. Là, si on parle de vrais artistes qui livrent et qui pitchent leurs titres pour la France, c'est entre 1500 et 2000 sorties par semaine. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà pas mal, mais là, c'est des vrais artistes. Mais en fait, ce que je voulais dire, Nicolas, c'est que ce que vous faites, c'est extrêmement difficile, mais c'est très difficile pour les producteurs et les artistes de se faufiler ce qui est génial avec le numérique, c'est ce côté complètement instinctif, c'est-à-dire l'inverse de la radio là-dessus. Et ça, il y a une vraie complémentarité aujourd'hui entre la radio et ce que peuvent faire les plateformes. Les musiciens aujourd'hui, ils préfèrent se tourner vers des plateformes plutôt que vers des radios pour promouvoir leur titre, leur album. Attention, moi je suis dangereux. Après, j'arrête de parler. Mais non, mais c'est dangereux parce que Bertrand. J'ai tendance à prendre mes désirs pour des réalités. Ouais. Parfois, je fais un peu. Mais je trouve que les radios musicales. Il ne faut pas oublier d'où elles viennent. La loi Filiou, c'était quoi ? Il y avait un monopole avant, il y avait les périphériques, les radios d'État, il y avait un manque de diversité dans les radios. On a créé les radios libres. Et puis, il y a eu des regroupements. Et très vite, les radios ont fait un surmarketing, le testing. C'est-à-dire qu'on demande à l'auditeur, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que vous avez envie de réécouter ? Donc, ce n'est pas un gage de diversité. Enfin, mais vrai que... dans le même temps, Bertrand, comment voulez-vous que Tristan ou Alain puissent absorber un flot de 1500 titres par semaine ? Mais vous avez des exemples. Mais c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement compliqué. Et je n'ai pas de solution. Mais c'est très difficile. Il leur faudrait 50 programmateurs mais en à tout temps cas plein, mais c'est pour répondre à Alain sur les quotas. Les quotas, non mais vraiment Alain, les quotas, franchement, ça ne devrait pas exister. C'est une complication extraordinaire. Car nous avons besoin des artistes français. Alors, moi, je peux vous dire un truc là-dessus quand même, parce que je dois être un des doyens. Il y a 35 ans, j'étais déjà assez âgé, et j'étais le collaborateur parlementaire d'un parlementaire qui est à l'origine de la loi sur les quotas. Et je peux vous dire, vous savez pourquoi il l'a fait ? C'était Michel Pelchat, c'était un type assez marrant.
je dirais pas qu'il était d'une probité à toute épreuve. Comme vous y allez. Mais c'est Énergie qui était venu le voir pour ça, parce qu'il voulait enquiquiner RTL2. Ah ouais. Oui. Et on a l'histoire des quotas. Mais je crois que ça a enquiquiné. Je pourrais vous faire l'histoire des quotas. Je crois que ça a enquiquiné, pour reprendre ce terme qu'on n'utilise plus, les deux, hein, et Énergie et RTL2. Voilà, parfois, parfois on se tire des coups de bazooka dans le pied, mais en tout cas, ce truc de quotas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des espaces aujourd'hui où il y a une énorme diversité, un énorme renouvellement. Vous prenez Couleur 3, ils ont 43% de nouveautés. Ouais. C'est une radio qui marche très bien. Vous avez chez Monoprix, c'est pas une radio, mais vous avez la plupart des titres qu'on entend sont en langue française. Ouais. C'est des nouveautés et j'ai jamais vu personne sortir d'un Monoprix en disant j'irai jamais plus, la playlist me plaît pas. Ouais, sauf que chez Lagardère et chez M6, ils vendent de la pub à côté. Oui, à l'inverse, Bertrand, tu parlais de tes émissions sur FIP. FIP aujourd'hui fait 10% de chansons francophones. 10% sur le service public, sur cette chaîne. Ce qu'il faut retenir, c'est pas ça, c'est... j'entendais tout à l'heure Nicolas qui parlait de ces 150 playlists. 150 playlists, grosso modo, c'est l'équivalent des 120 radios qu'on a aujourd'hui, sauf qu'il y a un seul interlocuteur. Un seul interlocuteur, c'est Spotify. Nous, nos radios, elles sont évidemment spécifiques. Pourquoi ? En termes de genre, en termes d'offres. Moi, je me rappelle des années 90. À l'époque, je travaillais à Skyrock et on avait peu ou prou la même playlist. Énergie, Fun, Skyrock, on diffusait à peu près la même chose avant les quotas. Et cette segmentation, elle est intervenue par la suite. Chacun avec son format, chacun avec... Et je pense que c'est la musique et les musiciens qui ont gagné, parce que ça a donné plus d'ouverture et plus de possibilités. Et quand on parle de diversité à la radio, de répétition, d'exposition de nouveautés, il faut ne pas oublier une chose. Le temps disponible d'écoute à la radio, il n'est pas extensible. Aujourd'hui, en France, le temps moyen est environ de 90 minutes pour les radios musicales. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils écoutent 20 chansons en moyenne par jour à la radio. Donc, sur ces 20, il faut écouter les tubes du moment, de temps en temps, les tubes d'il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, quelques golds. Tout à l'heure, toi-même, tu disais que ça te faisait plaisir d'écouter du fond de catalogue. Donc, voilà. Et puis, on voit aussi, si je me rappelle bien le dernier rapport du SNEP, qu'aujourd'hui, dans les usages, la consommation du streaming, c'est quasiment 59% de fonds de catalogue. Donc, ce serait quand même dommage de reprocher aux radios de diffuser aussi du fonds de catalogue, quand sur le streaming, 59% de la consommation, c'est du fonds de catalogue. Et puis par ailleurs, au milieu de tout ça, et sur ces 1h30 d'écoute, mais il reste quelques rares places pour de la nouveauté. Et au final, si on ne diffuse des nouveautés qu'une ou 2 fois par jour, les gens ne les entendent pas puisqu'ils écoutent 90 minutes. Donc il faut qu'ils attendent combien de jours avant de la réentendre ? Au final, ça n'a d'intérêt ni pour l'artiste, ni pour les radios. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre le débat des quotas avec le soutien à la chanson francophone. Je le dis, je le répète, le problème, ce n'est pas le soutien aux artistes français. On organise des plateaux, on organise des showcases. Nos auditeurs, ils viennent voir qui ? Les artistes français. Qui est-ce qui viennent applaudir ? Les artistes français. Les émissions avec le type Radio Crochet, pardonnez-moi pour cette vieille terminologie qui passe à la radio. Les artistes chantent quoi la plupart du temps ? Des chansons françaises. Le public français, nos auditeurs, aiment la chanson locale, la chanson française. D'ailleurs, 80% du top 50 Spotify 2024, c'est français. Voilà. Donc les quotas ne sont pas en eux-mêmes un problème. Ce qui est devenu un problème aujourd'hui, c'est la profusion d'offres et des contraintes comme les plafonds des rotations, où aujourd'hui, pour être programmateur, il faut être licencié en mathématiques pour arriver à faire des comptabilités vraiment où on s'arrache les cheveux pour respecter la réglementation. Donnons davantage de liberté à la création et je pense que les artistes en seront les premiers gagnants. Tristan, est-ce que vous redoutez de nouvelles offensives via des plateformes dans les mois, dans les années qui viennent ? J'ai par exemple une fille qui n'écoute pas la radio dans sa voiture, mais je parle de cas très concrets, hein. Ceux que je peux rencontrer quasi quotidiennement. Elle arrive dans sa voiture, elle pose son téléphone, elle a des playlists hors connexion, elle n'a pas percuté sur l'écran publicitaire. Je ne sais pas pourquoi il y a un écran publicitaire et pourquoi la musique reviendrait 4 ou 5 minutes après. C'est une vraie problématique, hein. Donc est-ce que vous ne pensez pas que la position, on va dire, pardonnez-moi, mais un peu omnipotente de la radio dans l'habitacle de la voiture pourrait être malmenée, bousculée dans les mois ou dans les années qui viennent par des plateformes ou par des flux via l'IP, par exemple ?
Alors, il y a plein de choses. Ou est-ce que je joue trop les Cassandres Non, mais il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire. La première, déjà, c'est que et ça c'est Médiamétrie qui nous le dit, donc on est assez serein par rapport à ça. D'abord, nous on est vigilants à ce que le média radio reste bien référencé dans les voitures. On travaille tous là-dessus avec les constructeurs, on a développé Radio Player ensemble, enfin on fait des choses pour ça, et ça paye puisqu'on voit que la radio reste, la voiture c'est le lieu de prédilection pour la consommation radio. Donc je ne dis pas que l'exemple que tu donnes sur des gens jeunes qui n'ont pas le réflexe n'existe pas, mais je dis que quand même le média radio résiste particulièrement bien dans la voiture. Après, tu as touché du doigt la publicité. Oui, la publicité, on le sait, la radio depuis le début, le pacte avec les auditeurs, c'est que ce soit gratuit. Et donc, 100% de nos revenus viennent, pour les radios privées, de la publicité. Donc ça ne changera pas. On fait tous un travail, je crois qu'il y avait une conférence juste avant qui l'indiquait pour le groupe Énergie, mais c'est le cas ailleurs, puisque nous, on a également communiqué sur ce sujet. On fait tous un travail pour limiter la quantité de publicité dans l'heure, notamment pour des radios musicales où c'est essentiel de ne pas proposer trop de publicité, puisqu'on l'a vu, les plateformes se sont démocratisées avec des abonnements famille qui sont devenus assez accessibles, et donc c'est pas une offre gratuite, mais c'est une offre qui est quand même devenue accessible au plus grand nombre. Donc il faut rester vigilant là-dessus et pas être surencombré de publicité, parce que tu l'as dit et c'est vrai, les jeunes générations acceptent moins bien. Il y a une tolérance limitée à la publicité, et moi je pense depuis longtemps que les radios s'honoreraient, on gagnerait à proposer de temps en temps des accès payants sans publicité. C'est partie des choses, voilà, je pose l'idée là, mais je pense vraiment qu'on aurait intérêt à pouvoir proposer deux expériences. Mais ça se fait outre-Manche. Ça se fait, mais pour le moment, les résultats ne sont pas encore extrêmement probants. Mais c'est à suivre, parce que c'est des vrais... Je trouve que le grand public, il doit avoir le choix. Le choix entre une offre gratuite, comme il a toujours connu en échange de publicité, et les mêmes contenus, les mêmes marques qu'il aime, les mêmes programmations, les mêmes experts musicaux. C'est ce que fait Sirius aux États-Unis. Voilà. Sauf qu'on est sur des étendues géographiques qui sont beaucoup plus importantes, donc ça explique la présence de Sirius là-bas, mais effectivement, exactement, on paye. C'est un peu cet équivalent-là. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, parce que à ma connaissance, le bouquet aux États-Unis, il s'est constitué avec des radios comme sur le DAB qui étaient des nouveaux entrants. Là, moi, je parle des marques avec lesquelles les Français ont développé un affect depuis des années, auxquelles ils sont attachés. Ils nous le disent, ils nous le montrent, et la radio résiste quand même particulièrement bien, notamment dans la voiture. Moi, je pense que si on propose une expérience payante en échange de quelques euros et sans publicité, ça devient de nouveau quelque chose d'intéressant pour la partie du public qui ne supporte pas la publicité, même si, encore une fois, une grande partie des Français préfèrent ne pas payer en échange de quelques minutes de publicité, sinon on ne résisterait pas tous ensemble aussi bien. Et puis après, pour moi, la solution, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de proposer quelque chose de différent. Donc Alain, tu en parlais sur l'expérience qu'on propose quand on raconte des choses à nos auditeurs, qu'on incarne nos formats musicaux. Nous, on essaye aussi de proposer des expériences musicales inédites. On fait venir des artistes dans nos studios pour des sessions acoustiques qui n'existent pas ailleurs. On recourt nous-mêmes à des musiciens. On a par exemple Wax sur RTL2 qui joue de la musique avec les artistes, et on a des moments de création musicale inédite que pour le coup on ne retrouvera pas sur les plateformes. Pour Fun Radio par exemple, radio depuis toujours sur la dance, Fun Radio aujourd'hui propose des sessions de musique enchaînées, mixées par des DJ professionnels, et ça nous propose quelque chose de différent. Ça aussi on ne va pas le retrouver sur les plateformes. Donc je pense que c'est aussi à nous de savoir nous réinventer, proposer une expérience musicale différente, inédite, des sessions de musique mixée, des sessions inédites avec des artistes qui viennent en studio, des spectacles aussi qu'on fait sur le terrain. On va remplir pour la 9e fois consécutive Bercy là en avril avec Fun Radio Ibiza Experience. Ça, c'est un peu le cirque du soleil de l'électro qu'on a inventé et qui cartonne auprès du grand public. La preuve que les radios peuvent rester complètement en phase avec les attentes du grand public quand elles proposent une offre différente sur la musique. Nicolas. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ça, parce que quand on parle de complémentarité radio-streaming, je gère aussi la Hollande. Vous savez que la France est très en retard sur l'adoption du streaming. Alors là, je parle sous le contrôle de Bertrand, je pense qu'on est autour de 30% de... 16% en payant. 16% en payant, mais alors je mets le gratuit dedans, autour de 30% en pénétration. En Hollande, c'est 90%. Les radios en Hollande, elles se portent très bien, elles ont un peu baissé au début, puis elles remontent maintenant. Et je vais vous dire un scoop, maintenant mon programmateur là, qui est à Amsterdam, il travaille avec les radios, notamment Q-Music, qui est la grosse radio musicale jeune là-bas, et ils développent les projets, les nouveaux artistes, notamment les nouveaux talents, ensemble. C'est quand même incroyable. Donc je pense que c'est ça l'avenir aussi. C'est les radios musicales et les plateformes de streaming qui travaillent ensemble. Avec votre expérience, Bertrand, l'expérience qui est la vôtre, comment vous voyez, allez, on va dire, les 5-10 prochaines années
entre les plateformes, les radios? J'ai l'impression que c'est un peu je t'aime, mais moi non plus quand même, un petit peu. Entre les producteurs et les... Non, moi je pense que d'abord, il y a les musiciens et les producteurs, ils ont des besoins très différents. Parce qu'effectivement, les artistes qui ont du succès, les labels, les gros labels par exemple, c'est quand même c'est une question de riche quand on se dit arrêtez de bastonner trop nos titres, évidemment. Et ça, c'est des problématiques qu'ont les gros labels. Les petits labels, et nous on représente à la fois les petits, les moyens et les gros, donc il y a toutes ces problématiques. Elles sont complètement opposées, c'est-à-dire que c'est juste d'avoir de ne pas être englouti, et c'est là où le streaming c'est à la fois extraordinaire, parce que notamment pour des catalogues, c'est quand même je vais vous donner une anecdote. Il y a 1 an, j'étais à New York et dans une radio, la fille qui m'interviewe me dit est-ce que tu peux passer des titres là que tu aimes bien après le truc? Je dis bah oui, donne-moi ton ordinateur, je vais me connecter à Spotify. Elle me dit ah non, je veux pas Spotify, ils payent pas les artistes. Et elle avait un vieux vinyle devant elle. Je lui dis tu crois que quand tu as acheté ça dans ton magasin pour Bobo là à $40, le vieux vinyle, tu crois que l'artiste a touché quelque chose là-dessus? Évidemment non. Donc aujourd'hui, c'est quand même, on est face à un monde qui est extraordinaire dans les perspectives. Pour nous, le streaming, ça a quand même sauvé cette industrie, et tous les gens qui nous disent c'était pas bien, etc., on leur demande toujours qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place, et là ils sont fichus de nous proposer quelque chose. Mais toutes ces questions-là, voilà, c'est des questions enfin, pardon, je suis trop long. Mais non, mais vous êtes, Bertrand, je vous assure, vous êtes super intéressant. Mais c'est des questions qui concernent l'ensemble de la société. On sent beaucoup d'émotions, beaucoup de passion dans votre propos. Toutes les questions en fait auxquelles la musique enregistrée a été confrontée depuis 20 ans, elles ont devancé toutes les questions qui se posent à la société. Quand on a eu le numérique, tout le monde nous regardait de façon un peu condescendante, et puis tout le monde a dû l'affronter. On a aujourd'hui exactement les mêmes questions avec l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est vraiment nous qui sommes vraiment à l'offensive pour doter l'intelligence artificielle de repères qui évitent certains dévoiements et qui vont concerner les plateformes, qui vont concerner les radios, qui vont concerner tout le monde. Alain va répondre à cette question en l'espace de 20 secondes, mais est-ce que la radio est l'avenir de la musique en France? C'est une question difficile, mais est-ce que tu sens que le bébé est bien engagé, si j'ose dire? Bien évidemment, la musique a un avenir florissant à la radio, surtout dans le contexte actuel où il me semble que plus que jamais, il est temps que les professionnels, le SNEP, les représentants des artistes et les radios se remettent autour de la table pour discuter de notre avenir commun. On vient de le tracer sur les 40 dernières années de manière plutôt florissante, et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on ne s'entende pas. Nous avons besoin des artistes, et je pense, j'ose espérer, que les artistes ont encore bien besoin des radios. Et pardon, nous, on a besoin de vous écouter. Parce que souvent, on entend vos retours par les attachés de presse qui font un travail remarquable, mais parfois on a besoin, nous, de comprendre quelles sont vos attentes, et ça évite souvent le ressentiment et la déception après. Et donc, on serait ravis d'organiser des ateliers avec nos membres, les membres du SNEP et de la SCPP, pour que vous veniez nous expliquer quelles sont vos attentes et qu'on puisse essayer de voir si elles peuvent coïncider avec ce qu'on fait. Ça aura au moins servi à ça. On sera invité pour les 30 ans d'RTL 2. C'était ma question. Parce que c'est cette année. Quand on fête l'anniversaire, je vois que tout le monde, mais avec grand plaisir. Oui, mais on a prévu de faire 2-3 pages. Fête, mais oui. Et puis les 40 ans de fun l'année prochaine. Exactement. Bon, applaudissements pour ces 4 passionnés de musique. Merci beaucoup.